Merci, vous allez bien? Ouais. Vous passez une belle matinée? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent? Levez la main pour voir. Ouais, ok, vous êtes une petite dizaine. Du coup, je vais vous raconter un peu ma vie pour comprendre pourquoi je suis ici. Euh, je vais commencer par le début. Donc moi, là, j'ai 46 ans et je suis né dans un lieu quand même qui n'est pas commun. J'ai grandi à Avenue Montaigne. Est-ce que vous connaissez Avenue Montaigne à Paris? Levez la main pour voir s'il y en a qui connaissent. Alors, Avenue Montaigne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus belles avenues de Paris et on dit aussi du monde, parce qu'il y a beaucoup de milliardaires et de millionnaires. Mais je ne suis pas issu d'une famille de millionnaires. Nous, on était gardiens d'immeubles. Et on vivait à 4 dans un 40 mètres carrés. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pas très grand. Et je passais une bonne partie, on va dire, de mes week-ends à jouer dans les immeubles, enfin dans les appartements de l'immeuble avec les enfants qui vivaient dans cet immeuble. Et c'était toujours hyper étonnant de passer d'appartement à mes yeux, parce que j'étais un enfant qui était disproportionné, et à retourner dans notre loge qui était toute petite. Et donc j'ai grandi dans cet univers. Et je suis dyslexique, dysorthographique, je suis HPE, HPI et hypersensible. Donc ça fait beaucoup d'étiquettes. Je suis né en 78 et donc à l'époque, les professionnels, les enseignants, tous ceux qui accompagnent finalement les enfants n'étaient pas vraiment bien équipés et formés pour nous accompagner. On dit maintenant que c'est une neuroatypie, mais à l'époque, on ne parlait pas de neuroatypie. Donc moi, j'étais le seul élève dans la classe, et peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. J'étais au fond de la classe, à côté du radiateur, proche de la fenêtre, et généralement, je regardais ce qui se passait à l'extérieur, mais j'avais beaucoup de mal à suivre, parce que le modèle tel qu'était proposé par l'éducation nationale ne me correspond pas en termes d'apprentissage. Et puis les profs avaient vraiment beaucoup de mal à retenir mon attention. Donc ce qui veut dire que j'ai eu une enfance scolaire quand même un peu compliquée, avec un gros manque de confiance en moi. Je pensais que j'étais nul, en fait, que je servirais à rien. Je me voyais vraiment comme un bon à rien. Et le souci de l'époque, parce que ça a un peu évolué maintenant, c'est que la société en même temps te reflète ça. Je vous donne un exemple, et je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous eu au moins un enseignant ou une enseignante, vous savez, qui vous remet votre bulletin et qui fait une petite joke pour faire rire un peu toute la classe. Ça vous parle? Bon, imaginez quand en plus déjà vous pensez que vous êtes nul et que vous savez que de toute façon vous allez avoir une note qui va être très proche des zéros et que la prof rajoute quelque chose derrière, ça vous enfonce encore plus. Donc en termes de confiance, moi j'étais à moins 8000 et c'était compliqué. Donc j'ai réussi, je ne sais pas comment, de manière très naturelle, à transformer les choses. Donc je suis devenu le clown, moi, dans la classe. Donc du coup, je faisais rire tout le monde. Je pense que c'était un moyen pour moi de compenser le fait que j'étais nul à l'école. Et finalement, j'étais à l'école plutôt pour me marrer, pour passer un bon moment avec mes potes, plus que pour suivre les études. Arrivé à l'âge de 12 ans, je découvre le kung-fu et je vais en faire pendant 14 ans. Et donc le manque de confiance que j'avais à l'école, finalement, ça a été comblé avec le kung-fu, parce qu'en 99, j'étais champion de France, et puis après d'Île-de-France dans les années 2000. Et vraiment, c'est venu compenser, parce que comme je n'avais pas du tout confiance en moi et que je ne voyais aucun avenir pour moi, et là, d'un coup, j'ai eu un adulte qui croyait en moi, qui me regardait dans les yeux, qui m'a tiré vers le haut, et qui m'a dit « moi, je mise sur toi, en fait, très clairement ». Et grâce à lui, je suis un peu l'homme que je suis aujourd'hui, parce que tout ce que j'ai appris dans les arts martiaux me guide encore aujourd'hui. Ça a été une vraie école de la vie, quoi. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a soulagé et qui m'a apporté énormément. Et puis après, de fil en aiguille, toujours à l'âge de 12 ans, je fais partie d'un programme scolaire où on nous fait partir dans une famille d'accueil dans le Wisconsin, à Milwaukee précisément, et on va y rester pendant 1 mois. Et là, ça a été un grand déclic dans ma vie avec le kung-fu, parce que je me suis aperçu qu'on pouvait apprendre en dehors de l'école et qu'on pouvait apprendre par l'expérience. Donc moi, j'étais l'enfant aux États-Unis qui envoyait des courriers à mes parents et qui leur disait que je ne voulais pas rentrer, parce que j'adorais ce que je vivais sur place. En plus, j'avais une copine sur place, donc alors là, j'étais hyper amoureux. Et donc, du coup, je ne voulais pas rentrer. Et donc, quand je suis rentré à Paris à l'époque, j'ai expliqué à mes parents que moi j'avais envie de voyager. Et ils m'ont dit oui, mais tu sais, t'es un peu jeune, Julien, il va falloir que tu attendes un petit peu. Donc du coup, je les ai aidés, comme on était gardien d'immeuble. On a fait, vous savez,
on nettoie les escaliers, on sort le courrier, on sort les poubelles, parfois on fait le ménage aussi dans les appartements. Et donc je les aidais pour avoir un petit peu des traînes. Donc j'ai mis de l'argent de côté. Et à l'âge de 19 ans, j'ai fait mon premier voyage seul en mode backpacker. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, le voyage va faire partie entièrement de ma vie. Et donc maintenant, il y a à peu près 6 mois de l'année où je suis tout le temps en déplacement un peu partout dans le monde. Parce que déjà, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça fait partie de mon équilibre, quoi. C'est un réservoir d'énergie qui est hyper important. Et dans un autre contexte, ça me permet de continuer quelque part à apprendre, en fait. C'est comme si j'étais... je dis très souvent que c'est une formation continue, la vie. Et j'ai vraiment le sentiment que le fait d'être tout le temps en mouvement et en voyage et de rencontrer des personnes, ça me permet de continuer à apprendre. Et donc, je reviens à ma jeunesse. Donc, je fais du kung-fu, je découvre le voyage, gros déclic. Et en 99, je tombe sur un livre à Virgin, sur les Champs-Élysées, qui s'appelle « La prophétie des Andes ». Je ne sais pas si vous connaissez, ouais. Et donc moi, ce livre, vous imaginez, 99, ça fait un bail. Ça a été pareil, un déclic, une espèce de révélation, parce que je pensais que j'étais le seul à penser comme dans ce bouquin. Je n'avais pas forcément un entourage qui était très ouvert autour de moi. Je ne pouvais pas réellement parler de ça à part avec ma mère. Et là, d'un coup, je tombe sur un livre où je buvais les mots. En fait. J'avais l'impression que techniquement, il disait exactement ce que je pensais et ce que je voulais dire. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et à Virgin, il y avait 99, je crois qu'il y avait dizaines de livres en développement personnel. Donc je me suis retrouvé pendant des mois assis par terre dans les étals de Virgin à lire tous les bouquins qu'il y avait en développement personnel, tellement c'était une découverte. J'avais l'impression d'avoir ouvert en fait une boîte de Pandore. En parallèle de ça, je faisais du skateboard. Et donc j'ai fait aussi 14 ans de skateboard, donc j'étais très souvent dehors, dans la rue. Et là, ça a été aussi une autre école, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a appris notamment à faire des choix dans les personnes que vous pouvez rencontrer, dans des choix de vie, en fait, dans des orientations, parce qu'on peut vite glisser sur des choix qui peuvent être très embêtants après pour notre futur. Et donc là, cette école aussi a été assez révélatrice et fait ce que je suis aussi à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense que j'ai fait les bons choix. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai pas fait des grosses bêtises, mais ma mère a eu cette ouverture d'esprit de me laisser vivre mes expériences, en me faisant confiance. Et je pense que c'est ce qui m'a construit aussi, c'est en testant, en voyant si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça me correspond ou pas, que j'ai pu, au fur et à mesure, en fait, guider mes choix et m'orienter. Les années passent, je me retrouve à l'âge de 22 ans dans une situation très compliquée. Je vous explique brièvement. Je vivais dans une chambre de bonne. Je descends de ma chambre de bonne pour aller voir ma mère, donc du coup dans sa loge. Et là, elle était avec un copain qui était en train de l'étrangler. Donc moi à l'époque, je faisais du kung-fu. Donc je vous laisse imaginer. Je lui ai sauté dessus, on s'est bagarré. Je lui ai fait très, très mal, quoi, très clairement, quoi. Donc il a eu peur, il est parti, et après il a porté plainte contre moi parce que je lui avais cassé quelques dents. Donc du coup on s'est retrouvés à se confronter au poste de police pour qu'on comprenne que ce gars-là s'était échappé de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et qu'il avait falsifié des chèques, bref qu'il avait des dossiers. Et il nous a menacés en fait pendant l'altercation en nous disant je vais acheter une arme à feu et je vais revenir vous tuer. Donc ma mère a eu peur, elle a quitté son emploi de gardienne du jour au lendemain, donc on a tout laissé en fait sur place. Mais tout, quand je vous dis tout, en fait, on n'a rien récupéré, tout est resté sur place. Et elle est partie vivre chez mon frère. Et donc moi, je me suis retrouvé sans domicile. Alors j'avais la possibilité d'aller chez mon frère, mais comme il venait d'avoir mon premier neveu, donc son premier enfant, et que ma mère débarquait chez lui, je leur ai dit, je ne vais pas vous embêter, je vais me débrouiller. Mon père m'a proposé aussi d'aller chez lui, il habite à Chilé-Mazarin, et je lui ai dit non, en fait, là où tu habites, ça ne me fait pas vibrer, donc je vais me débrouiller. Donc je me suis retrouvé pendant 6 mois SDF à Paris, en plein hiver, à essayer de manger, de trouver un toit, de pouvoir me doucher au moins tous les jours. Et en plein hiver, c'était un hiver qui était très rude, donc c'était assez compliqué. Mais malgré tout, vous l'avez compris, c'était un choix, et donc ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris notamment que je me suis rendu compte que j'avais un état optimiste qui était très naturel. Donc je suis vraiment optimiste de nature, on va dire, qui a été confirmé d'ailleurs par ma mère. Ma mère me disait que j'étais vraiment déjà tout petit très optimiste. Ça m'a appris la résilience. Et ça m'a appris aussi une chose, je trouve, qui est très aidante dans la vie, c'est de se dire du regard en fait, qu'on pose sur les événements.
Je pense que là, dans la salle, on a tous vécu des événements traumatiques. On a tous, chacun à notre échelle, hein, bien évidemment. Et ce qui change d'un événement à un autre, c'est le regard qu'on porte dessus. Imaginons, on était à la même époque, et tous ensemble, là, on est peut-être, je sais pas, une centaine de personnes, tous ensemble, on vit la même situation que j'ai vécue. On se retrouve tous à la rue, on est tous SDF. Et là, vous allez voir, en fait, qu'on va tous le vivre de manière très différente. Il y a des gens, ils vont se laisser tirer vers le bas. Il y en a d'autres comme moi, en fait, qui vont plutôt essayer un maximum de se tirer vers le haut en se disant qu'on va trouver une solution. Et puis d'autres qui vont réagir aussi de manière différente. Et moi, ce que je me suis aperçu dans cette période, c'est que les gens qui vivaient la même situation que moi, parce que bien évidemment j'en voyais beaucoup, je voyais les yeux qui étaient éteints. Vous voyez de ce dont je parle? Vous voyez ces personnes en fait où il n'y a plus de lumière dans les yeux? Ça vous parle ou pas? Levez la main. Ouais, oui, ça vous parle. Ok, parfait. Et donc je sentais comme une espèce de résignation. Et moi, je sentais que j'étais pas comme ça. C'était quasi impossible pour moi de me dire, bah non, je vais pas terminer comme ça. Je savais bien qu'à un moment donné, j'allais trouver une solution. Donc certes, ça a été 6 mois après. J'ai trouvé une solution. Et là, je me suis retrouvé encore dans un espace tout petit. Je me suis retrouvé dans un 10 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur à Paris. 10 mètres carrés, je peux vous dire, c'est tout petit. Et je me rappelle très bien rentrer et me dire, j'espère que je ne vais pas y rester longtemps. Et j'y suis resté 10 ans. Alors, je peux dire, ça fait les fessiers, hein, les 6e étages sans ascenseur. Il ne faut pas oublier des choses, quoi. En fait, ça fait travailler les mémoires aussi. Et de cette chambre de bonne de 10 mètres carrés, donc je me retrouve quasiment 6 mois après avoir été SDF. Je dis à tout le monde autour de moi, donc à mes proches, ma famille, je vais créer une entreprise. Et là, en fait, la plupart des gens me disent « Mais t'es fou, Julien, essaie de déjà trouver un emploi, quoi, essaie d'avoir un salaire et tout. » Et je leur dis « Mais non, en fait, je pense que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a quelque chose, il y a une intuition très forte en moi qui me dit, en gros, qu'il faut que je mette à contribution ce que je suis pour quelque chose qui me dépasse. » Mais je ne savais pas du tout comment le matérialiser. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Ouais. Eh bien, je peux vous dire, quand vous avez 23 ans et que vous êtes dans un environnement où on parlait très peu de développement personnel comme on le fait là à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas évident de faire comprendre aux autres que non, mais je vais écouter mon intuition, je vais me lancer. Je vous rappelle les détails. Hein. Je sors d'une période où j'étais SDF, je suis dyslexique, dysorthographique, HPE, HPI, hypersensible, j'ai pas une thune, j'ai pas de diplôme, je vous l'ai pas dit. J'ai pas de diplôme, j'ai 0 diplôme. J'essaie de passer 2 fois mon bac et un BTS que j'ai pas. Donc logiquement, mon entourage, il me veut du bien. Donc il me dit, Julien, t'es mignon, mais essaie déjà de trouver un emploi. Et je leur dis, non, faites-moi confiance, je sens qu'il faut que je me lance. Donc je me suis lancé. J'ai fait une étude de marché et j'avais une idée quand même plus ou moins précise de faire voyager les gens de la manière dont moi je voyageais déjà à l'époque. C'est-à-dire hors sentier battu, en contact avec les gens. J'ai envie de découvrir moi vraiment l'environnement dans lequel je me trouve. Et souvent, à l'époque, je pratiquais du kung-fu, du yoga en pleine nature. Et donc j'en parle autour de moi. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute, tu devrais aller voir mon frère, il est responsable d'une agence de voyage. Parle-lui de ton projet et puis tu verras bien en fait si ça résonne, si c'est pertinent. Et je me rappelle très bien de cette journée où je vais le voir et je lui parle de ça et je vois, tu sais, des dollars qui brillent dans ses yeux, quoi. Et je sens que je tiens un truc qui tient la route. Je me dis, trop bien. Donc là, je pars sur une étude de marché personnelle, parce que je n'ai jamais étudié, je ne sais pas comment on fait une étude de marché, donc je regarde en fait s'il y a des structures qui proposent l'équivalent de ce que j'ai dans ma tête, et je trouve qu'il n'y a personne qui le fait. Donc je vais voir ce gars, et je lui dis, voilà moi ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer ça, est-ce que tu peux m'aider? Donc il me soutient. Dans l'idée, il m'aide en fait à coordonner mes idées, et je crée un premier site internet qui s'appelle Néhorizon Travel. Et là, en fait, sans m'en rendre compte, je crée le marché du tourisme bien-être éco-responsable. Je vais m'en rendre compte que 3 ans après. Et donc là, je lance le site et je me rends compte que je crée en plus un modèle économique dans le monde du tourisme. Comment je m'en rends compte? C'est qu'en l'espace de 6 mois, je reçois des mises en demeure de grosses agences de voyage dont je tairai les noms et qui me disent en fait d'arrêter mon activité parce que je suis hors la loi, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne respecte pas les codes du tourisme. Donc heureusement, j'avais un bon avocat qui leur a expliqué que je créais quelque chose de nouveau et qu'en fait, j'avais parfaitement le droit de me lancer. Donc je vais me lancer à fond, je vais essayer vraiment de développer cette activité. Ça va mettre 4-5 ans à décoller. Et là, je continue, j'ai toujours mon entourage autour de moi qui me dit « Non mais Julien, arrête, t'arrives même pas à te payer, c'est pas normal, retrouve un boulot et tout, etc. » Mais je lâche rien parce que je sens que ça va marcher. Et là, je me retrouve à un moment donné dans une position où j'ai plus d'argent, j'ai plus rien du tout. Et donc, soit c'est les banques qui peuvent me soutenir, soit il faut que je trouve des mécènes en fait, qui me filent un coup de main.
Et c'était le tout début de ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, c'est des gens qui peuvent investir dans des projets généralement pour récupérer des sous au bout de 5 ans. Et souvent, c'est des personnes quand même qui ont de l'argent pour investir. Et je me retrouve à faire ce qu'on appelle des plénières à Paris, où je passe un peu comme ici. J'ai 5 minutes pour présenter mon projet. Et potentiellement, à la fin, il y a des gens qui lèvent la main et qui me disent « moi, je suis intéressé ». Je vais faire ça pendant 6 mois, il n'y a aucune main qui se lève. Je peux vous dire, il faut garder confiance. Et là, un jour, je reçois un appel d'un gars qui me dit « Bonjour, moi j'étais là, une de vos plénières dans tel arrondissement. » Il me dit « Bon, je vais être clair avec vous, je ne crois pas du tout à votre projet, mais par contre, je crois en vous. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Je dis « Bah oui, carrément. » Donc du coup, on se rencontre. Et en fait, ça va être le plus gros investisseur de mon entreprise. Donc lui, il va investir 30 000 euros juste sur quelqu'un en qui il croit, hein, pas du tout au projet. Hein. Ces 30 000 euros vont me permettre de sortir de ma chambre de bonne, d'aller dans une pépinière d'entreprise et de commencer à embaucher des stagiaires. Et là, en fait, on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de faire décoller ce projet et ça va commencer à marcher. Donc, on va commencer à générer en fait, du chiffre d'affaires. Et puis finalement, en fait, au bout de 2 ans, donc ça faisait quasiment 6 ans maintenant, je décide d'arrêter le monde du tourisme parce que je trouve que c'est un monde de requins et je crée une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui est une agence dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Là encore, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut être quand même culotté. Je vous rappelle, je suis dyslexique et dysorthographique. Quand tu crées une agence de communication, quand même, il faut plutôt bien maîtriser l'orthographe et notamment la grammaire. Mais je ne sais pas pourquoi, je sentais ça encore, c'est purement intuitif, mais je vais vous en reparler de l'intuition. Et donc du coup, je crée ça et on devient la première agence de communication en France dédiée au développement personnel et aux thérapeutes. Donc ça va super bien marcher, on va créer un annuaire qui leur est dédié, qui existe toujours, où les thérapeutes en fait se référencent dans cet annuaire. Et là, la magie va commencer à opérer au fur et à mesure. C'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où je me suis retrouvé, moi, ce que j'appelle vraiment aligné avec qui je suis, c'est-à-dire du jour où j'ai commencé à créer mon entreprise jusqu'à aujourd'hui, je me sens vraiment parfaitement aligné avec mon état d'être, en fait, avec qui je suis. Et c'est là où c'est magique, parce que quand c'est le cas, je ne suis pas le seul à le dire, la vie, elle ressemble un peu à un monde de bisounours. En fait, tout est fluide, tout est assez parfait. Il y a des bonnes synchronicités, on rencontre les bonnes personnes. Quand vous avez des idées et que vous les mettez en place, généralement, ça marche bien. Et c'est ce que je vis depuis 25 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de ma tête juste pour faire joli. C'est vraiment ce que je vis, moi, en intérieur. Et puis, on est quand même beaucoup aussi à le vivre. Et donc, voilà, donc je crée cette agence. Et au fur et à mesure, je vais devenir réalisateur de films. Alors le premier film que je réalise s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que vous pouvez voir maintenant sur YouTube. À l'époque, je vous laisse imaginer, je ne suis pas réalisateur ni producteur de film, je lance ce film, je vais être projeté dans 400 salles de cinéma. C'est-à-dire que moi, je vais me déplacer pendant 2 ans dans 400 salles de cinéma pour aller voir le film, avec des salles qui sont bondées. Ça nous arrivait à 2 reprises de remplir toutes les salles d'un cinéma pour que les gens aillent voir le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Donc j'ai été transporté sur un petit nuage de bonheur, comme ça, pendant 2 ans. Et de ce film-là, ça m'a donné envie de préserver l'énergie du bonheur. En fait, ce que je voyais, c'est que les gens adorent le film, c'est un générateur de déclic. Quand les gens partaient après du débat et qu'on avait échangé, je sentais qu'ils repartaient avec des très bonnes énergies. C'est comme s'ils étaient un peu reboostés. Mais je savais vraiment que quand ils allaient rentrer chez eux, toute cette énergie allait vraiment diminuer au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu retrouves ton quotidien. Tu retrouves ton quotidien, tes enfants, ton job, ton mari, ta femme et tout, etc. Et donc, je me suis dit, mais comment je peux faire pour que ces gens-là puissent préserver cette énergie, la maintenir, voire même l'arroser en permanence ? Et la première image qui s'est vue à l'esprit, c'est que c'était une graine, en réalité, le bonheur. Je me suis dit, c'est un peu comme si on semait des graines quand on regarde ce film. Et là, en brainstormant avec l'équipe de l'époque, on a imaginé créer un jeu de cartes, dont on a parlé brièvement, qui s'appelle le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Parce que je trouve que c'est à travers le jeu, finalement, qu'on imprègne peut-être beaucoup plus certaines choses. Et ce jeu de cartes, il nous permet de mieux nous connaître, de mieux connaître les gens avec lesquels on joue, de manière ludique, et donc en passant un bon moment et en rigolant. On a déjà vendu plus de 15 000 copies. Alors imaginez, moi je n'avais jamais créé un jeu de cartes, donc je ne savais pas si ça allait marcher. On en est déjà à 15 000 personnes qui ont acheté le jeu. De fil en aiguille, je crée le podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que vous trouvez sur toutes les plateformes. Là, on a un peu plus de 300 000 écoutes. Ensuite, je vais écrire des livres. Alors imaginez, pareil, je suis dyslexique et dysorthographique. Moi, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit « Tiens, je vais écrire un bouquin ». Déjà, je galère tous les jours à envoyer des mails. Je ne me disais pas que j'allais écrire un livre.
Et puis finalement, je me suis réveillé un matin, sans aucune raison, avec l'envie d'écrire. Donc je me suis levé, je me suis mis derrière mon ordi, j'ai écrit « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en fait, ce que j'avais en tête, et en dessous, j'ai marqué « En chemin vers soi ». Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. Et pendant 9 mois, en fait, j'ai écrit. Et ce livre-là, il est sorti en 2023, et déjà un peu plus de 6000 lecteurs qui ont lu le livre. Et ça a été, et ça l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, hyper encourageant pour justement les dyslexiques et les dysorthographiques comme moi, parce qu'on peut vraiment se dire en fait que la vie est très compliquée quand on est neuroatypique, quand on est 10, parce qu'il y a aussi les TDAH, il y a aussi les autistes, les Asperger, etc. Donc on peut évidemment se dire que c'est compliqué, mais je trouve qu'il y a aussi des exemples comme le mien qui nous permettent aussi de voir que finalement on peut transcender ça, et qu'on peut réussir à créer sa vie de rêve. Et ça, c'est assez magique, je trouve, et c'est les retours que j'ai assez souvent. Donc voilà, me voilà à écrire un premier livre, et puis finalement, après, je vais écrire un deuxième livre, qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens ?», qui est la partie complémentaire au premier. Et là, je suis en train d'écrire un troisième livre sur la thématique de l'amour, qui est un sujet pour moi qui est passionnant. Donc ça montre qu'à partir du moment où on met le pied dans l'étrier, finalement, il n'y a pas grand-chose après qui peut nous bloquer. Donc j'écris ces 2 bouquins. Et finalité de l'écosystème, c'est quoi le bonheur pour vous ? On crée un congrès qui a lieu à Arcachon tous les 2 ans, qui s'appelle le congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Et donc là, on a à peu près 600 à 700 personnes qui viennent tous les 2 ans à Arcachon pour ce congrès. Donc voilà, c'est un peu l'historique qui m'a amené à parler de C'est quoi le bonheur pour vous, qui est pour moi plus qu'une thématique. Maintenant, vous l'avez compris, c'est un écosystème qui regroupe quand même beaucoup de choses. Je vais vous parler d'intuition. Je ne sais pas si vous avez compris entre les lignes, mais tout ce que j'ai fait là jusqu'à présent, c'est juste en écoutant mon intuition. C'est que ça. Parce que vous avez compris, je n'ai pas de diplôme. Donc on ne peut pas se dire, tiens, je vais réaliser un film parce que j'ai les diplômes dans le monde du cinéma. Non, j'ai réalisé le film parce qu'il y avait une intuition très forte en fait, qui me disait de continuer d'interviewer les gens. Mais va expliquer ça à ton entourage, parce qu'en fait, c'est totalement irrationnel. Toi, tu es poussé en fait, par quelque chose qui n'est pas du tout rationnel. Tu n'as pas l'argent en plus pour le faire, parce que moi, je n'ai pas été subventionné. Il n'y a personne qui m'a aidé financièrement pour faire le film. J'étais tout seul à aller interviewer les gens. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Donc on peut quand même se poser la question de financièrement comment j'ai fait. Et en fait, je me suis débrouillé, tout simplement. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois que je suis mon intuition, je trouve toujours en fait, les moyens de m'adapter au projet que j'ai envie de mettre en place. Quand beaucoup d'entre nous vont attendre d'avoir l'expertise, d'avoir les diplômes, d'avoir le savoir-faire, d'avoir tout ce que vous voulez pour vous lancer, moi, en fait, vous voyez, je fais tout l'inverse, c'est-à-dire je me lance et je me forme en fait en faisant. Alors, je ne dis pas que tout le monde est comme moi et qu'il faut faire comme moi. Je dis que c'est aussi une autre voie qui est intéressante à voir, parce que dans notre société, on est conditionné. On est conditionné sur les bancs de l'école, on est conditionné par les médias, par les politiques, par la pharmacopée, par l'agroalimentaire. Il y a un vrai conditionnement. Ce qui est peut-être plus compliqué à l'heure d'aujourd'hui, c'est de se déconditionner. C'est-à-dire en fait de se réapproprier vraiment les rênes de notre vie et de ne pas suivre un peu les règles, on va dire, de ce que la société nous propose. En termes de bonheur, la société, elle nous dit quoi ? Vous me dites si je me trompe. À main levée, vous me direz quand j'aurai terminé. La société, pour moi, dans mon système de croyance, elle nous dit que pour atteindre le bonheur, il faut faire. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un chien, un chat, il faut avoir une belle maison avec un jardin et il faut avoir un bon travail pour gagner beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà. Et ça, pour moi, c'est ce que la société nous vend. Ce que je trouve intéressant, à un moment donné, dans nos parcours de vie, et c'est pour ça que j'y invite vraiment le plus tôt possible et que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, c'est de le plus tôt possible de remettre un peu en question en fait, ce qu'on nous dit. Non pas que c'est faux ce qu'on nous dit, c'est une partie de la réalité, mais qu'on puisse voir aussi les choses sous notre propre angle, en fait, tout simplement, en menant notre propre recherche, en vivant nos propres expériences. En tout cas, moi, c'est ce que la vie m'a amené. Et je vois bien, je me suis créé un microcosme. Bien évidemment, les gens qui sont autour de moi sont des gens qui sont comme moi. Et on est tous passés, a priori, par les mêmes étapes. Donc pour moi, c'est vraiment l'expérience qui nous fait acquérir des compétences et un regard sur le monde, plutôt que des connaissances et des savoirs comme on le fait sur les bancs de l'école. C'est clair ce que je dis ? Donc, plus on va vivre des expériences, plus ça va s'imprégner dans notre corps. Là, on est dans une société où tout est dans notre cerveau. Moi, j'ai l'impression qu'on est des cerveaux sur pattes. Regardez à l'école, en fait, c'est des connaissances qu'on nous apprend, c'est du savoir. Mais il n'y a pas de savoir-être ni de connaissance de soi, en fait, très peu. Et moi, je me dis, mais quel changer ? En fait, je suis né dans une famille où on parlait de ça.
Ma mère, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques, elle faisait de la taromancie, on avait des huiles essentielles, on allait voir des thérapeutes. Je me rappelle même très bien, à l'âge de 10 ans, moi j'étais voir un iridologue. Vous voyez ce que c'est un iridologue? C'est génial, hein, l'iridologie, c'est assez incroyable. Donc vous voyez, ma mère, elle avait cette ouverture d'esprit. Et je me dis, mais heureusement que je suis né dans cette famille, parce que c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui à discuter avec vous. C'est parce que ça m'a ouvert l'esprit sur un pan qui n'est pas du tout abordé dans notre société, et ça m'a permis de faire mes propres recherches de mon côté en vivant mes propres expériences. Et c'est vraiment, je crois, une des clés et un des outils, en dehors de tous les livres que vous pouvez lire, y compris les miens, en dehors de tous les films que vous pouvez voir, les conférenciers que vous pouvez aller voir, c'est de vivre vos propres expériences. Tout ce qu'on vous dit, c'est sûrement très intéressant, peut-être moi aussi c'est intéressant, mais si vous ne le vivez pas vous, bon, franchement ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc la bonne question à vous poser là aujourd'hui, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, peut-être là, après même la conférence, ou ce soir, ou demain, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer vers vous, pour mieux vous connaître vous? Est-ce que vous vous connaissez? Levez la main. Super, il n'y a personne qui lève la main. Ok, donc il n'y a personne qui se connaît, quoi. Mais on est en chemin, exactement. Mais je rigole, mais en même temps, à chaque fois que je pose la question, quand je donne une conf, il n'y a personne qui lève la main, hein. Mais vous avez l'honnêteté de le dire, c'est ça qui est chouette. C'est que parce qu'on ne nous a pas appris à nous connaître. Ce que je ne vous ai pas dit, je vous fais une petite brève. Je vous ai dit rapidement que je mettais beaucoup d'énergie dans l'éducation. On a créé aussi un écosystème qui s'appelle Innovation en éducation, où justement là, on va toucher les enseignants et les parents. Donc on a créé un magazine papier qui s'appelle Innovation en éducation. On fait un congrès aussi qui s'appelle Innovation en éducation. Il y a un podcast, etc., etc. Parce que je suis convaincu que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que bonheur et éducation sont deux choses qui sont complètement connectées. Plus on apprend à se connaître, et mieux on se porte après dans la vie. Sur le chemin de ma vie, ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai écrit dans mon premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, j'ai compris en fait qu'il y avait des fondamentaux justement pour mieux apprendre à se connaître et pour être bien dans sa peau, c'est-à-dire pour être bien dans son corps et pour être bien dans sa tête. Je parle de fondamentaux, hein, vous allez voir, c'est très basique, mais je vais vous demander après qui le fait vraiment de manière assidue. Pour moi, il y a 5 ou 6 fondamentaux. Ce n'est pas par ordre chronologique, hein. Il y a l'alimentation. Est-ce que vraiment vous mangez des produits qui sont bons pour votre santé? Est-ce que vous mangez vraiment des produits qui vous apportent de l'énergie et de la vitalité? Avant tout le reste, avant d'avoir faim. C'est-à-dire, est-ce que votre réflexion, quand vous cuisinez quelque chose ou quand vous mangez, est-ce qu'elle tend dans cette direction? C'est-à-dire une nourriture qui vous apporte de l'énergie et de la vitalité. Premier point. Deuxième point, le sommeil. Est-ce que vous faites attention à votre sommeil? Moi, je sais que là, en ce moment, j'ai des cycles où j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Passer les 7 heures de sommeil, mon corps il se réveille naturellement. Est-ce que vous faites du sport régulièrement? Ou est-ce que vous avez du mouvement dans votre vie régulièrement, c'est-à-dire tous les jours? Est-ce que vous allez dans la nature tous les jours? Et est-ce que vous faites des exercices de relaxation tous les jours? Levez la main. Pour tout ce que je viens de dire, hein. Ok. Bon, vous voyez, c'est très très peu, quoi. Et de manière assidue, hein. Parce que pour moi, en fait, ce qui fonctionne, c'est l'assiduité. C'est-à-dire, quand vous vous brossez les dents, bah, vous réfléchissez plus, c'est devenu une habitude. Quand vous prenez une douche, pareil, c'est devenu une habitude. Non, tu ne te douches pas? Ah. Ok. Et donc, pour moi, le fait de faire du sport tous les jours, de faire attention à ce qu'on mange tous les jours, de faire attention à son sommeil, d'aller dans la nature, de faire des exercices de relaxation, tout ça tous les jours, de manière assidue, c'est-à-dire de consacrer ce temps pour soi, ça change tout. Je suis là pour vous le dire, parce que moi je le vis dans ma vie de tous les jours depuis plus de 30 ans. Ça permet déjà d'être beaucoup plus éclairé. Donc, c'est-à-dire en fait d'être plus connecté à notre partie sensible, d'être plus créatif, d'être plus intuitif, de percevoir les événements justement de manière très différente d'un individu à un autre qui ne le ferait pas, par exemple, d'avoir des liens sociaux qui sont de meilleure qualité, et puis d'avoir surtout de l'énergie qui nous permet d'affronter, on va dire, la vie de tous les jours, quoi. Parce que peut-être qu'il y a une grande majorité, vous ne me suivez pas sur les réseaux, mais en fait, je fais beaucoup de choses. Et ceux qui me suivent sur les réseaux, très souvent, ils me disent « Mais Julien, mais comment tu fais ?» Et je leur dis la même chose, mais je prends soin de moi. Et c'est vraiment ça le secret. Ce qui est compliqué, et j'en ai bien conscience, c'est l'assiduité. En fait, c'est d'être très rigoureux. Parce que ça ne fait pas rêver, en fait, d'être un peu comme un militaire, hein, je le mets entre guillemets, et d'avoir cette rigueur en fait, de tous les jours, de se faire passer soit en priorité avant de faire passer le reste.
comme, je sais pas, vos enfants, votre société, votre mari, votre femme, votre entreprise, que vous soyez votre priorité avant tout le reste et que ça soit vraiment une rigueur de tous les jours. J'ai bien conscience que c'est compliqué, mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une des clés. Après, le choix, il vous appartient. Parce que quand on regarde, qu'on ait une famille ou pas, qu'on soit célibataire ou pas, c'est qu'une question de choix. Il suffit de vous poser, de regarder votre agenda et de voir comment dans votre agenda vous pouvez caler ça, en fait, tout simplement, quoi. Et donc, ça, quand on fait des choix, forcément, on met d'autres choix de côté, on met d'autres choses de côté. Donc, la bonne question à se poser, c'est quoi le plus important en réalité dans ma vie, quoi. Je ne dis pas d'être égocentrique, hein, c'est pas ça mon propos. Je dis juste que si on comprend l'exemple du steward qui vous explique que s'il y a une dépressurisation, il faut d'abord mettre le masque sur soi avant de le mettre sur votre voisin, et ben, ce que je vous dis, c'est exactement la même chose. Comment vous voulez aider vos enfants, votre famille, votre mari, vos collègues, je sais pas, qui vous voulez autour de vous, si vous, déjà, vous ne faites pas passer en priorité. Regardez, il n'y a personne qui a levé la main quand j'ai demandé si vous vous connaissez. Apprenez à vous connaître. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a tous les outils. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, quand j'ai commencé donc plus jeune, à l'âge de 6 ans, donc ça fait 40 ans, on n'avait pas tous ces outils. Maintenant, regardez, il y a des salons, il y a des livres, il y a des youtubeurs, il y a des conférenciers, il y a des formations en ligne, il y a des formations aussi en présentiel, il y a des congrès, enfin, on pullule même, il y a peut-être même trop d'informations. C'est fort probable. Mais par contre, on ne peut pas se dire par où je commence, parce qu'il y a quand même plein de possibilités, quoi. Là où ça va être peut-être le plus pertinent, si vous estimez que c'est compliqué pour vous, c'est juste de commencer par une chose. Vous choisissez ce que vous voulez. Sport, alimentation, sommeil, nature, relaxation. Vous choisissez juste une chose. Par exemple, l'alimentation. Et là, vous allez prendre du temps et de l'énergie que là-dessus. Donc vous allez trouver l'alimentation qui vous convient, parce que l'alimentation qui est bonne pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Donc c'est à chacun, comme un chercheur, de trouver réellement ce qui est bon pour lui. Vous cherchez votre alimentation, vous faites des tests, vous regardez dans quel état ça vous met, est-ce que vous avez des flatulences, est-ce que vous êtes fatigué, comment sont vos selles le lendemain, est-ce que vous avez de l'énergie ou pas. Il faut être vraiment très analyste vis-à-vis de vous. Et au fur et à mesure, parce que ça demande du temps, l'alimentation, vous allez voir en fait ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas. Mais pour ça, ça demande du temps. Alors, on dit, dans le monde de l'alimentation, globalement, pour quelqu'un qui est motivé, il faut entre 3 ans et 5 ans pour changer son alimentation. Voilà. Et après, vous pouvez commencer par autre chose. Vous pouvez commencer par du mouvement, par exemple. Dans des sociétés qui nous ont sédentarisés, pourquoi pas commencer à marcher, aller au bureau en marchant, monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, je sais pas, aller marcher en pleine forêt, mais juste de remettre du mouvement dans votre vie et donc de le faire tous les jours. Une fois que cette première étape elle est acquise, donc on revient sur l'alimentation, vous sentez que c'est acquis pour vous, moi je vous invite après à passer à autre chose. Peut-être remettez du mouvement ou aller plus proche de la nature, etc. etc. Il faut vraiment y aller step by step parce que sinon on a l'impression que c'est une montagne et que ça va être trop compliqué, quoi. Sur tout ce que je vous dis, que ce soit le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, la relaxation, pour les pragmatiques et les sceptiques, il y a une flopée d'études scientifiques qui vous montrent tous les bienfaits. D'avoir une bonne alimentation, de faire attention à son sommeil, de remettre du mouvement dans sa vie, d'aller souvent dans la nature et de faire 10 minutes de relaxation. Vous connaissez Mathieu Ricard ? Vous avez vu quand même qu'à l'époque, il s'est prêté au jeu, on lui a mis plein d'électrodes sur la tête, juste pour montrer que les effets de 10 minutes de relaxation, tous les effets que ça pouvait avoir de bénéfiques pour nous, pour notre cerveau et pour notre corps. 10 minutes. Ne me dites pas que vous n'avez pas 10 minutes dans une journée. Donc vous pouvez commencer par 10 minutes dans une journée, par exemple. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je pense, l'élément le plus important avant de commencer à vous intéresser à d'autres choses, avant de vous intéresser à l'énergétique, au Reiki, aux âmes, à ce que vous voulez, quoi. Revenir aux fondamentaux, en fait, aux basiques. Les basiques, pour bien vous ancrer, pour être bien dans votre corps et bien dans votre tête tous les jours, sans artifice extérieur, sans l'aide de quoi que ce soit de l'extérieur. Parce que vous avez compris, ça ne demande pas d'argent, ça demande juste du temps et de l'énergie. Imaginez comme moi, si tout le monde faisait ça. Imaginez, on serait dans une société mais complètement différente. Donc c'est notre responsabilité à chacun. Moi je dis très souvent, c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. C'est une vraie responsabilité. Donc j'espère de plus en plus que les gens conscientisent ça justement, quoi. Que vous êtes votre priorité de tous les jours, vous êtes la personne la plus importante, bien avant tout le reste. Limite, ce qu'il faudrait faire, c'est se noter des rendez-vous sur notre agenda. Comme vous allez prendre un rendez-vous professionnel, mardi 10h, 1 heure avec moi.
par exemple. Ça peut être un bon moyen aussi pour vous aider à aller dans cette direction. J'avais envie, là aujourd'hui, qu'on partage. Donc, si vous avez des questions, ça serait hyper intéressant, si tu as un micro, que vous me posiez des questions. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que je peux oublier, en fait, alors que vous allez avoir des questions sûrement très précises sur lesquelles je pourrais répondre. Et puis, ça nous permet d'avoir un échange et de débattre ensemble. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, déjà, par exemple, qui aurait une question à me poser, qu'on puisse échanger là-dessus? À qui je vais tendre le micro? Faites pas les timides, parce que sinon, ça peut durer très longtemps. Non, mais les premières secondes, c'est toujours comme ça. Vous n'avez pas de questions? Vous venez assister à une conférence, mais vous n'avez pas de questions, en fait. En fait, c'est comme à l'école, c'est-à-dire, en fait, c'est le savoir descendant, quoi. Vous avez forcément des questions. Profitez-en, je suis là que quelques heures. Ah oui, je suis là demain aussi pour l'atelier, t'as raison, ouais. Bon, il n'y a personne qui a des questions. Alors demain, Oui. tu présentes la manière dont on se sert du jeu de cartes, ouais. Du jeu exactement. De cartes. Ouais. Demain, on va jouer au jeu de cartes. C'est quoi le bonheur pour vous? Oui, monsieur. Ouais. Je voulais juste te demander si tu y as toujours cru à fond ou si des fois tu as eu peur et puis tu t'es dit je vais faire ça, mais en fait peut-être que je ne vais pas vraiment y arriver. Je vois. C'est une très bonne question. Oui, alors ce qu'il faut conscientiser, pour aller aussi dans le sens de ta question, ça m'arrive encore un certain nombre de fois, ce qu'on m'a dit, c'est de mettre le genou à terre. C'est pas en fait tout le temps simple, bien évidemment, mais ce qui fait la différence, c'est de comment tu te relèves. Et donc le fait de prendre soin de moi, justement, quotidiennement, et d'avoir l'énergie pour me relever et pour essayer différemment, c'est ce qui me permet de transcender quand il y a ces moments-là où c'est un peu compliqué, quoi. Après, la peur, non, je ne l'ai pas, parce que quand je me lance dans un projet, c'est la joie qui m'habite en priorité. Ce n'est pas la peur. En fait, un de mes leitmotivs, quand j'écoute mon intuition, c'est j'écoute si ça me met en joie. Et si ce qui me vient à l'esprit, une idée qui me vient à l'esprit, me met en joie, c'est un bon indicateur, en fait, pour moi. Et donc, du coup, très généralement, après, je vais me lancer. Tu vois, chez moi, j'ai encore une liste de 17 projets que j'ai envie de mettre en place. Et je vois bien, en fait, que sur l'ensemble de ces projets, eh ben, il y a d'autres choses qui viennent se greffer auxquelles je n'ai pas pensé. Je ne sais pas, ça va être une discussion, par exemple, avec une collègue. Et dans notre discussion, il y a une idée qui va émerger. Ça va me mettre tout de suite en joie. Intuitivement, je vais sentir que c'est ça qu'il faut faire. Et boum, on va se lancer dans le projet. Et ça va être très rapide. Une particularité, c'est que je passe à l'action très rapidement. Dans une société, je trouve, française, où on a beaucoup de mal à passer à l'action. On est très brainstorming, en fait. On était très bons créatifs. On aime bien brainstormer et imaginer des process, mais il y a encore peu de gens, pour moi, qui passent à l'action. Donc moi, ouais, c'est ça, c'est intuition, joie. La peur, ça peut m'arriver, mais plus dans ma vie perso. Tu sais, quand je suis un peu casse-cou, donc j'aime bien l'adrénaline, donc j'aime bien faire des sports qui m'apportent de l'adrénaline. Et donc là, oui, il y a des moments où je me fais peur. Ouais. Mais c'est bien, parce que ça me rappelle, tu vois, que la vie, elle tient à rien du tout, quoi. Ouais. Donc c'est important, la peur. Très important. Ouais. Oui, madame. J'ai bien entendu là, cette histoire de bien manger, etc., là, Ouais. les besoins fondamentaux. La petite chose qui me semble importante de dire, peut-être, c'est dans tout ça, de mettre de la conscience. Oui. Et tu ne l'as pas dit, donc j'avais envie que tu le dises. Oui, tout à fait. Oui, tu as raison. Oui, la conscience, mais tu sais, la conscience, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui se guide. La conscience, ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre, en fait, sur les bancs de l'école. Pour moi, dans mon système de croyance, la conscience, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps. De mettre cette conscience-là, notamment dans beaucoup de choses, enfin, en tout cas, moi, j'essaye un maximum, et d'avoir la conscience de qui on est. Mais ça passe par le biais de la connaissance de soi. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Mais oui, bien évidemment, c'est un des fondamentaux. Mais je trouve que ça arrive plutôt vers la fin, malheureusement, la conscience. Alors que si on amenait le savoir-être et la connaissance de soi dès le départ, cette conscience-là, elle serait déjà acquise, en fait. Ça serait une évidence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui? Tu veux intervenir? Tu peux lui donner le micro? Merci. Ouais, en effet, il y a plusieurs niveaux de conscience. Mais déjà, dans les besoins fondamentaux, c'est
je prends conscience que je mange bien. Oui. Et quand je mange bien, je prends conscience que je suis en train de manger n'importe quoi. Exactement. De la carotte ou boire de l'eau ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Je prends conscience que je marche dans la nature. Oui. Et prendre conscience, c'est apprécier l'instant profondément. Exactement. Et prendre ce temps d'apprécier l'instant. Tout à fait. Oui, d'être dans l'instant présent, en fait. Oui. Exactement, oui, c'est ça. Surtout dans une société qui ne nous apprend pas, encore une fois de plus, à être dans l'instant présent. On est tout le temps connecté avec nos téléphones. Tu donnais un bon exemple, quand on mange, généralement, on est en train de discuter avec quelqu'un, donc on n'est pas vraiment concentré sur ce qu'on mange. Moi, là, c'était une révélation à ce niveau-là, c'est au village des Pruniers. Je ne sais pas si vous connaissez le village des Pruniers. Donc j'y suis resté quelques temps, et là-bas, bien évidemment, on mange en silence. Et ça a été une révélation pour moi, ça, de manger en silence. Par contre, c'est beaucoup plus challengeant de manger en silence quand tu rentres chez toi et que tu retrouves ta femme et ton mari. Parce que tu as plein de choses, en fait. Tu as envie de partager beaucoup de choses. J'ai essayé, mais c'est vrai que ça, c'était un peu plus compliqué. Donc ces moments, moi, de pleine conscience, je les vis souvent quand je suis seul. Pareil, quand je mange, quand je suis en pleine nature, quand je randonne. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'accompagne des gens aussi sur Compostelle. Donc quand j'accompagne ces groupes-là, il y a des moments où on marche en silence, notamment, parce que ça nous permet de nous reconnecter à l'instant présent. Mais effectivement, oui, ça serait vraiment génial hein, si tout le monde était en conscience et dans l'instant présent. Tu vois, parce que là, probablement, les gens m'écoutent, mais ils sont aussi en train de penser à d'autres choses. C'est bien parce qu'il n'y a personne qui a son téléphone. Merci. Je trouve que c'est très frais et très amusant de vous écouter. Parce que ça me fait penser à la fameuse phrase d'Oscar Wilde qui dit il ne savait pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'il l'a fait. Ouais. Donc, en fait, vous avez un regard sur quelque chose que vous avez exécuté et dont vous nous parlez maintenant, mais sur le moment, oui. En fait, vous ne répondez qu'à une impulsion. Or, cette impulsion, tout comme l'expérience, ça ne se transmet pas. Non. Donc, si on vous écoute et on ne vous pose pas de questions, c'est parce qu'on écoute, on vous regarde comme un film qui se déroule devant nos yeux. Ouais. Et tout ça est vraiment très frais et très charmant. Mais c'est difficile de transmettre ça. À part si on veut vous ressembler, à part si on veut être comme vous. Eh ben non, figurez-vous que c'est possible. Parce oui. que, ouais, là, on parle pour moi de l'intuition, d'écouter son intuition. C'est ça, moi, qui me guide. Et en fait, l'intuition, pour moi, c'est un peu comme un muscle. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez envie de prendre des muscles, vous allez dans une salle de musculation et vous allez faire des exercices tous les jours. L'intuition, on peut s'amuser avec l'intuition tous les jours. C'est ce que je fais. Il y a même un institut d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle l'Institut Iris à Paris. C'est le seul institut qui vous apprend justement à écouter votre intuition. C'est pour moi le meilleur GPS qu'on peut avoir dans notre vie. En dehors de beaux discours, de livres, une fois de plus, de conférenciers, etc. Notre meilleur guide, c'est vraiment notre partie intuitive. La difficulté, c'est de l'écouter. Parce que vous voyez, même moi, si je m'amuse avec, ça m'arrive encore plein de fois de ne pas l'écouter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez tous vécu. À un moment donné, je me dis, pourquoi je ne me suis pas écouté? On s'est tous dit ça au moins une fois. Je le sentais. Pourquoi je ne me suis pas écouté? Ça, on se l'est tous dit au moins une fois. Et donc la difficulté, je reviens sur ce que je dis, c'est de l'écouter. C'est tellement irrationnel, l'intuition, parce que c'est l'information la plus rapide en fait qui arrive. Ça passe pas par le cerveau, c'est la plus directe. C'est tellement irrationnel que tout de suite après, on dit c'est l'ego, la réflexion qui prend le dessus, et ça y est, en fait, ça disparaît, parce que c'est quelques millièmes de seconde. Et moi, j'ai appris, et je continue à apprendre, à écouter ces petits millièmes de seconde qui arrivent. Et donc, une fois que tu as compris comment ça marchait, tu as plutôt tendance à suivre ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À nouveau, je ne suis pas en train de dire que c'est inutile que vous soyez là. C'est pas ce que je voulais dire. Je trouve que c'est vrai que c'est charmant, mais c'est très compliqué à transmettre. On peut juste montrer que en faisant ça, on est bien. Et si on arrive à faire ça avec des enfants ou des adultes, c'est merveilleux. Exactement. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, merci. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et je reviens à ce que je disais, c'est que je suis plus à l'écoute de mon intuition parce que je prends soin de moi. Alimentation, sport, sommeil, etc. Parce que bien évidemment, si tu as un corps qui se porte mal, c'est plus compliqué d'écouter ta partie intuitive. Et ce qui est hyper intéressant, d'ailleurs, j'ai découvert avec les années, que des gens comme Albert Einstein, Léonard de Vinci et autres étaient très à l'écoute de leur intuition. Beaucoup des idées qu'ils ont eues, ils le disent très clairement, c'est des idées qui ne leur appartiennent pas. C'est des idées qui étaient là, en fait, de l'énergie pure, de l'information, qu'on canalise d'une manière ou d'une autre, mais qu'on canalise de manière beaucoup plus simple
si justement en fait on s'occupe de soi. Parce que un minimum, on est déjà bien dans son corps et bien dans sa tête. Donc il y a quand même des outils, il y a quand même des clés. Et je reviens sur ce que je disais en arrière. C'est compliqué en réalité. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est de les mettre en place tous les jours. Parce qu'on est happé en fait par nos vies, on est happé par ce qui se passe dans le monde, par la société, par les médias. Et c'est ça en fait qui nous fait changer un peu notre trajectoire. Vous voyez, moi quelque part, je le mets entre guillemets, quelque part je suis un peu autiste. C'est-à-dire que, bon là je suis avec vous, mais quand je vais rentrer chez moi, vous pouvez être sûr qu'il y a une bonne semaine où je vais rester seul. Non pas que je me coupe des gens, des médias et tout, etc. Mais je sais que en me mettant dans cette disposition-là, justement, en fait, je me reconnecte beaucoup plus à qui je suis, donc à mes sensations, à ma créativité, à ma partie intuitive. Et donc, du coup, ça me permet d'être plus opérationnel, on va dire, dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais vous voyez, c'est des choix quand même. C'est des choix qui sont juste guidés par ce que j'ai vécu jusqu'à présent et que je ressens que c'est une des clés. Je vous donne un dernier exemple pour montrer que je suis comme tout le monde. Moi, j'habite à Montpellier. Donc Montpellier, il fait très beau quasiment toute l'année. Sauf que en hiver, là, ça y est, il commence à faire froid. Moi, j'ai un outil parmi tant d'autres qui me permet vraiment de me dépenser, c'est quand je fais du vélo. Donc généralement, vers 17h, je sors et je fais 1 heure de vélo à fond. Et ça me dépense, ça me fait beaucoup de bien et je sens que quand je reviens, je suis un homme complètement différent. Là, en hiver, j'ai pas forcément envie tous les jours de prendre mon bonnet, mes gants, de m'équiper hiver et d'aller affronter le froid et le vent et de faire 1 heure de vélo. J'ai envie de rester chez moi tranquille en fait. J'ai envie de me faire un petit bain, boire un chocolat chaud et de ne pas faire cet effort-là. Mais pourquoi je le fais ? Je le fais parce que j'ai appris avec le temps que déjà dans un premier temps, moi ça me faisait du bien. Et je le fais parce que si moi je vais bien, je vois en fait que ça a un impact sur les gens autour de moi. Donc finalement, si je devais résumer maintenant, je prends soin de moi tous les jours parce que ça a un impact sur le collectif. Vous voyez, c'est plus une démarche, on va dire, qui est personnelle. Alors c'est moi en priorité, bien évidemment, mais en réalité, le fond du sujet, c'est plus pour les autres. En fait, c'est plus pour l'humanité, c'est plus pour mes proches, ma famille, etc. Parce que si moi je suis bien, je vois bien, en fait, ça inspire les gens autour de moi. Et donc, je sais pas, je prends l'exemple de mon frère qui est très cartésien, qui a 5 ans de plus que moi. Il s'est fichu de moi pendant des années et des années. Maintenant, il lit mes bouquins, il regarde mes films, il vient avec moi en randonnée, il suit, enfin, c'est pas qu'il suit, mais il est beaucoup plus à l'écoute, en réalité, de ce que je vis, de ce que je dis et ce que je pense. Ça fait pas de moi un gourou, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça veut dire qu'il est beaucoup plus à l'écoute de se dire, ouais, peut-être qu'en fait, finalement, il a pas tort quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est pour ça que je me dis qu'à chaque fois que c'est accessible à tout le monde. Si je me dis que de là où moi je suis parti et de là où je suis aujourd'hui, il y a un gap qui est énorme. J'hallucine même encore aujourd'hui de faire ce que je fais, vraiment. Et donc je me dis, si moi je peux le faire, a priori tout le monde peut le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça demande de l'assiduité, de la rigueur, de l'énergie, du temps. C'est vraiment ça. Et après, tout le reste pour moi, c'est on se trouve des prétextes et des excuses. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame. Oui. Monsieur, vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît ? Ah, c'est toi. Ah, pardon, vas-y. Dans tous les pays que tu as visités, j'ai 2 questions en fait. Dans tous les pays que tu as visités, c'est dans lesquels que tu t'es senti le plus aligné et comment tu fais pour embarquer ta famille, ta vie de famille dans le fait de voyager 6 mois dans l'année ? C'est une très bonne question. Hein. Parmi les choix, j'ai fait le choix de ne pas avoir un enfant. Donc déjà, bien évidemment, ça me simplifie les choses par rapport à ça. Ça a été un vrai choix, je précise, parce que j'avais vraiment envie, à un moment donné, d'en avoir des enfants. C'est juste que j'ai pris le temps, en fait, je me suis posé. Donc moi, généralement, quand je me pose, c'est en pleine nature et c'est seul. Donc j'ai pris ce temps-là qui était nécessaire, parce que j'étais à une période de ma vie où ma compagne de l'époque voulait avoir des enfants. Et donc j'ai fait ce choix-là de ne pas en avoir. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui rentre dans mes réflexions. Par contre, j'ai une chérie. Et donc, elle a à peu près le même rythme de vie que moi. Donc, en soi, c'est pas très compliqué. Pour des gens comme moi, qui ont choisi de vivre cette expérience terrestre, il faut que ce soit des personnes qui soient à peu près dans la même dynamique que moi. Sinon, c'est compliqué. Ou alors, il faudrait qu'on ait des pieds-à-terre en commun dans pas mal de lieux, en fait. Mais voilà, quand tu es avec quelqu'un qui vit aussi, qui est très épanoui dans ce qu'elle fait et qui bouge aussi beaucoup, c'est génial, ça nous donne l'occasion de nous croiser à Rome, de nous croiser ici, etc. Et pour autant, on se voit quand même beaucoup, quoi. C'est une vie de couple qui n'a rien à voir avec les vies de couple ordinaires, ça c'est clair. Mais c'est choisi, c'est un vrai choix pour elle comme pour moi. Et parmi les pays que j'ai pu voir,
Là, en fait, je crois que ça dépend de chaque personne. Parce que pour moi, c'est une question d'énergie. Et donc, il y a un lieu, à un moment donné, où j'ai voulu m'installer 6 mois de l'année, justement, c'est l'île Maurice. Moi, je me suis senti super bien à l'île Maurice, parce que je trouve que les énergies sont très douces. Je retrouvais des énergies un peu similaires à Montpellier, parce que je trouve que les énergies de Montpellier sont douces. Et moi, quand je suis là-bas, à l'île Maurice, j'ai l'impression d'être chez moi. En fait, j'ai l'impression d'être à la maison. Ça, c'est le premier coin en fait, dans le monde où je me suis dit, ah waouh, probablement que je poserai un jour mes valises ici. Et le deuxième, c'est le Japon. Tu vois, qui n'a rien à voir. Mais quand je suis parti au Japon, j'y suis resté 1 mois. Et ça a été le seul pays dans lequel je me suis vraiment senti en connexion avec la Terre, avec les lieux dans lesquels j'étais. C'était à tel point que je reconnaissais des endroits alors que j'y avais jamais été. Je savais où il fallait aller. J'ai pas arrêté de pleurer de gratitude en fait pendant 1 mois. Comme si je reconnaissais, tu sais, les lieux dans lesquels je me trouvais. Et comme s'il y avait une partie de moi qui me remerciait d'être là. J'ai même verbalisé plein de fois, merci, merci, tu sais, je parlais à voix haute, chose qui m'arrive pas du tout dans ma vie de tous les jours. Donc je me suis dit, peut-être que si on croit aux âmes, tu sais qu'on s'incarne, il se peut qu'à un moment donné, j'ai été samouraï, parce que j'étais parti sur la trace des samouraïs pendant 1 mois, et il se peut que j'ai reconnu des lieux dans lesquels j'ai été. Et donc ouais, le Japon fait partie des lieux où je me sens très très bien, et je vais y retourner d'ailleurs en 2026 pendant 1 mois, avec mon frère de cœur, qui lui aussi vit la même chose. Donc on se dit, putain, si on y va tous les deux, ça va être très très fort. Donc, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est dépendant de chaque personne, je pense. Il n'y a pas vraiment un pays qui correspond pour tout le monde. Tu vois, moi, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure de l'île de la Réunion. Moi, la Réunion, elle m'a épuisé. En 1 semaine, j'étais lessivé, quoi. J'avais envie de rentrer chez moi, quoi. Alors que pour d'autres, ça leur donne de l'énergie. Merci. Question toute simple. Oui. Est-ce que tu crois aux anges gardiens? Ah, même plus que ça. Moi, je pense qu'il y a une équipe. Ah, super. J'ai une équipe derrière moi. Ouais. Et ça, je l'ai découvert à plein de niveaux. Je l'ai découvert assez rapidement quand j'ai créé mon entreprise. Parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'être dans le monde des bisounours. Et quand j'ai créé mon entreprise, mais c'était vraiment d'une fluidité incroyable. Et là, j'ai senti que j'étais pas seul, quoi. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait, tu sais, qu'on me drivait en fait, que j'étais drivé. Oui. Et donc je le ressens encore à l'heure d'aujourd'hui. Là, j'ai plein de frissons qui me traversent le corps. Ouais. Donc je sais en fait qu'ils sont là. En tout cas, moi, c'est mon canal. Et après, dans ma vie, j'ai eu 3 accidents où je devrais être mort. Je devrais pas être là. Intéressant. C'est intéressant, hein. Ouais. Et donc là, oui, très clairement, je me suis dit à chaque fois, merci, merci les gars. J'y ai pensé tout de suite, c'est pour ça que je t'ai posé la Voilà. question. Ah oui, je vais vous raconter le dernier accident que j'ai eu pour se rendre compte. Donc ça remonte à quelques années, j'étais à l'île Maurice justement, et j'ai testé un vortex. Il y a un vortex à l'île Maurice. C'était la première fois que je testais un vortex. Et donc là, le lieu, pour moi, le vortex, c'est un lieu énergétique très puissant. Et donc le gardien du lieu nous avait dit, vous vous allongez, vous fermez les yeux, et il y a de fortes chances que vous allez vous endormir, et là il va se passer des choses. Donc effectivement je m'endors, apparemment pendant 1 heure, et pendant ce rêve, on va dire, je rentre en connexion avec des divinités indiennes. Et donc on parle, je ne comprends rien à ce qu'ils me disent, mais on discute. Et quand je me réveille, je me dirige vers une petite cahute qui était autour du vortex, qui avait une couleur qui m'a fait penser à ce que j'ai vu en fait pendant ce rêve, et je me réallonge et je me rendors encore pendant 1 heure. Grosse expérience. Je sors de là, je croise le gardien du vortex qui me regarde avec un regard très perturbant et qui me dit bon voyage. Alors au début je me dis il me dit bon voyage parce qu'il a vu que j'étais un touriste, et en fait en continuant de marcher pour aller à ma voiture, je me dis ah non, ça c'est pas un bon voyage de touriste, il y a un bon voyage bizarre. Et donc je prends ma voiture. 100 mètres plus tard, j'ai le pneu avant de ma voiture qui explose. Et à l'île Maurice, les routes, elles sont toutes petites. C'est vraiment tout petit. Et là, je vois une voiture qui arrive à fond en face. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de me jeter dans le bas-côté en fait, avec la voiture. Et là, je me mange un poteau en fait, qui était là. Et puis la voiture, tu sais, elle part en tête à queue. Toutes les vitres explosent. Je fais des roulis-boulis et tout, etc. Oh là. Et c'est la première fois de ma vie où, quand je suis au volant, je me dis d'une façon mais tellement naturelle et paisible, ok, c'est fini, quoi. Tu vois, j'étais ok avec l'idée de mourir. D'accord. Mais c'était hyper paisible. Hein. Oui. Et quand ça s'arrête, et que t'as rien, t'as aucune égratignure, et que tout va bien,
C'est assez étrange C'est comme juste sensation. incroyable. Ouais, c'est vraiment très étrange. Et après, les choses se sont enchaînées. J'étais en pleine jungle, et là, il y a des Mauriciens qui sont sortis de partout. Ils m'ont aidé à sortir de la voiture, à pousser la voiture sur le bas-côté. Et après, moi, j'ai essayé de conscientiser ce qui s'était passé. Et puis, en fait, c'est revenu, parce que c'était mon 3e accident grave. Et ce qui est revenu à l'esprit, c'est, ok, il faut profiter de la vie, parce qu'effectivement, tout s'arrête comme ça. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Et j'ai senti que j'étais protégé. Ouais. Oui, en fait, tout ce cheminement, il fallait que tu le fasses, quoi. Ouais. Donc il faut que tu continues. C'est bien ce que je pense, oui. C'est le message. C'est un peu ça, exactement. Je crois que j'ai encore un bout de chemin à faire. Et... Merci en tout cas. Avec joie. Merci. Avec joie. Merci. En fait, moi, je voulais juste rebondir sur la réflexion que vous avez faite. Oui. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Juste, effectivement, votre vie, on ne va pas la vivre, puis c'est pas le but, en fait. Bah non. Mais par contre, cette capacité d'écouter son intuition, elle repose aussi, je pense, sur la capacité de ne pas se laisser trop distraire par rapport à l'immensité de tout ce qui nous est proposé. Tout à fait. Et du coup, la question du choix, en effet. Exactement. Ouais, et c'est vraiment, je pense, hyper important. Oui. Complètement. De rester focus. Oui. Exactement. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est un talent inné, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui se développe, mais par contre, effectivement, c'est un très bon ingrédient. Ouais. Oui. De ne pas se laisser distraire. Oui. Et quand je dis pas se laisser distraire, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Moi, dans le cadre de mes activités, là, on est en train de lancer un nouveau projet, par exemple. Je vais réaliser un 3e film. Je peux vous le dire d'ailleurs, c'est autour de comment vieillir en bonne santé. C'est intéressant. Et donc, systématiquement, je sollicite mon entourage, les gens avec qui je travaille. Et en fait, c'est un peu comme quand j'étais dans une situation compliquée à l'époque, je vois bien que l'avis des autres, c'est leur avis. C'est leur perception, en fait, tu vois, des choses. Et peut-être une des forces que j'ai, c'est de les écouter, mais de ne pas forcément aller dans leur sens. C'est-à-dire que je reste mon propre arbitre. Tu vois, je ne veux pas me laisser influencer. Il y a peut-être une raison. En fait, là, j'ai un tatouage ici, qui est en sanskrit, et qui veut dire Prajna Vimukti. Ouais, il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire. En fait, le Prajna Vimukti, c'est un état que les hindouistes, les bouddhistes aimeraient atteindre. C'est la réunion du cœur et de l'esprit. Et c'est une espèce de liberté totale où on est dénoué de toute fausse philosophie. En fait, c'est comme si on était notre propre philosophe. Tu vois ? Peut-être que c'est lié, parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai ce tatouage. Et moi, je suis convaincu que quand on se tatoue quelque chose, ça s'imprègne réellement, tu sais, dans notre être. Et donc, ça peut contribuer sûrement à ça. C'est-à-dire que je reste mon propre pilote dans mes choix, même si la vie des autres m'intéresse. Tu vois ? Et peut-être que c'est pas évident, effectivement, de ne pas se laisser happer. J'entends souvent, moi qui accompagne des gens sur Compostelle, j'entends souvent, en fait, des femmes dire « Ah non, moi je rêverais de faire Compostelle. » Mais je leur dis « Qu'est-ce que t'attends ?» Elle me dit « Oh, non, il y a un tel qui m'a dit que c'était dangereux. » Ou « Il y a un tel qui m'a dit que c'était comme ça. » Enfin, c'est que des avis négatifs. Et donc, du coup, ils s'empêchent de faire ça. C'est assez dingue. Hein. C'est peut-être une force, effectivement. Ouais. Merci de le souligner. Ouais. On a une dernière question. Ouais, il y a un Je vais jeune homme là-bas. là-bas. Oui. Faut être sportif. Merci. Oui, tout à fait. Comme ça, tu aurais fait un peu de sport aujourd'hui. J'avais une petite question, c'est comment tu gères les phases de doute? Parce que suivre son intuition, ça met dans une position inconfortable et avec la pression de l'entourage, le social, etc. Est-ce que c'est ton état d'esprit qui fait que tu doutes peu ou est-ce que tu as des techniques pour gérer le doute? En fait, le doute, il se dissipe avec le temps, plus tu répètes l'expérience. C'est juste une question d'expérience. C'est pour ça que je disais que je m'amuse avec tous les jours, pour tester en fait, pour voir que ça marche ou pas, si ça fonctionne. Donc plus tu testes et plus tu vois que ça fonctionne, plus tu as envie de l'écouter. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment qu'une question d'expérience. Et ce qui est cool avec l'intuition, c'est que tu peux t'amuser quand tu veux avec ça, en permanence, tout le temps. Et moi, j'ai découvert avec les années, avec le temps, que l'intuition m'amenait même à être beaucoup plus, j'allais dire télépathe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais plus en fait tu t'écoutes intuitivement, plus tu es connecté à ta partie intérieure. Moi, j'adore mon monde intérieur, je passe beaucoup de temps dans mon monde intérieur. Et plus je vois, en fait, si à un moment donné, on passait beaucoup de temps ensemble, quand je dis beaucoup de temps, je ne sais pas, imaginons, on va randonner ensemble toute une journée,
je serais très connecté à toi, et tu verrais en fait qu'il y a plein de choses qu'on pourrait se dire qui sont des choses que tu penses ou inversement proportionnelles. Cette qualité-là, pour moi, c'est une qualité d'être. J'aimerais tellement en fait qu'on soit tous comme ça dans notre vie de tous les jours, qu'on soit vraiment 100% les uns avec les autres, et pas je t'écoute à moitié, tu vois, ou je suis pas présent vraiment avec toi. L'intuition, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est quand je m'amuse avec, je suis vraiment présent avec ça, quoi. Je l'écoute vraiment, je suis vraiment très attentif à ça. C'est un état de présence, comme on le disait tout à l'heure, vraiment dans l'instant présent. Voilà. Oui ? Je nomme... La toute dernière. Hein. Justement, je rebondis sur l'intuition. Souvent, enfin, si on se base un peu sur le côté, l'interprétation un peu scientifique de l'intuition, on dit que souvent c'est le résultat de connaissances et d'expériences, de toute l'expérience qu'on a acquise, et que très peu, peut-être 1, 2, 3% viennent vraiment d'un état où on est connecté, par exemple, avec des êtres de lumière et spirituels. Et je voulais savoir ce que toi, tu en pensais un peu comme un pilote d'avion qui a une microseconde pour prendre la bonne décision. Et finalement, c'est le fruit de toute l'expérience et tout l'entraînement qu'il a eu pour prendre ces bonnes décisions-là. Et que la vraie intuition, sans expérience, sans connaissance, eh ben elle est quand même relativement rare pour la plupart des humains. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je suis d'accord avec le fait que notre histoire aussi nous conditionne dans nos prises de décision. Ça, c'est une évidence. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment l'intuition. C'est juste la résultante de notre histoire de vie, des habitudes, des choix qu'on a faits. L'intuition, c'est, par exemple, on se rencontre tous les deux pour la première fois. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est pour donner un exemple. Et je perçois quelque chose de pas très clean chez toi. Moi, la vie me dit qu'à chaque fois, je me trompe pas. Donc je reviens à ce que je le disais, c'est par l'expérience et par répéter les choses, tu vois en fait si tu te trompes ou si tu ne te trompes pas, tout simplement. Et ça, cette information qui vient, c'est pas la résultante de mon histoire de vie. C'est pas la résultante d'avoir appris des cours théoriques. C'est juste un truc qui arrive comme un mode flash, qui est très rapide, que je ressens et que j'ai appris à écouter. Et vraiment, dans 99% des cas, je ne me trompe pas. Ça, c'est pour l'exemple quand je rencontre quelqu'un. Autre exemple, donc moi je randonne beaucoup. Sur les réseaux, on me voit plus souvent en train de bivouaquer avec ma tante plus qu'autre chose. Et donc quand je me balade, des fois il faut faire des choix, tu sais, de direction, de là où poser ta tente ou autre. Et là récemment, bon ça va pas vous donner envie de faire du bivouac, mais je vous donne quand même l'exemple, parce que je précise quand même que ça m'est arrivé qu'une seule fois, d'accord, en plus de, je pense, 25 ans de bivouac. Mais vous allez comprendre, en fait, j'ai pas écouté mon intuition. Alors, je me retrouve dans les Cévennes. Ça vous parle, les Cévennes ? Cévennes, c'est un parc national qui est proche de Montpellier, qui est magnifique. Et donc, je fais ce qu'on appelle les 4000 marches. C'est une randonnée qui est assez sportive et qui me permet, moi, de m'entraîner pour faire le GR20 en Corse l'année prochaine. Et donc, je fais ça, je passe la journée à grimper et j'avais repéré un spot qui est magnifique pour poser une tente. Je pose ma tente, je m'endors vers 23h. J'avais mis mon sac sous la tarpe et j'avais mis mes chaussures sous la tarpe. Je m'endors, je mets mes bouchons, parce que je mets des bouchons pour dormir, et je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille à 6h, j'ai plus mon sac et j'ai plus mes chaussures. C'était la première fois que ça m'arrivait. Alors vous êtes à 1500 mètres d'altitude, vous avez encore à peu près 6 heures de marche avec des chaussures pour rentrer. Donc je vous laisse imaginer. Dans mon sac, il y avait tout. Il y avait les clés de chez moi, les clés de la voiture, mes papiers, de l'argent, mes lentilles, parce que j'ai des lentilles, donc sans mes lentilles, je vois rien du tout. Bref, je vous laisse imaginer la situation. Donc je me suis retrouvé comme ça en mode un peu égyptien à réfléchir, à me dire comment je vais faire en fait maintenant pour rentrer, quoi. Pour rentrer déjà, repartir de la montagne et rentrer chez moi. Et là, je sors, j'avais pas mes lentilles, donc je me dis avec un peu de chance, si c'est un gars, parce que ça peut pas être un animal, il m'a mis mon sac quelque part. Et je réussis à retrouver mon sac. Mon sac avait été retourné, toutes mes affaires étaient retournées, et les lanières de mon sac ont été coupées avec un couteau. Mon sac à l'arrière déchiré aussi avec un couteau. Okay ? C'est pour ça que je me dis, ça va peut-être pas vous donner envie de faire du bivouac, parce que ça veut dire que le gars ou la fille, on ne sait pas, elle est passée entre 23h et 6h du mat. Donc qui randonne en pleine nuit déjà ? C'est quand même assez étonnant. Et là, quelle erreur j'avais faite ?
c'est que justement, j'avais pas écouté mon intuition. Quand je suis arrivé à ce spot que j'avais repéré de loin et je m'étais dit ça, c'est le spot idéal, quand je suis arrivé sur place, mon intuition m'a dit ne te pose pas là. Et j'ai vu un petit feu, comme s'il y avait des gens qui étaient déjà passés à un moment donné, qui avaient fait un feu, et c'est ma réflexion qui a pris le dessus. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a des gars qui sont posés, qui ont fait un feu, bon, bah, ça veut dire en fait qu'on peut se poser, quoi. Voilà un exemple, tu vois, où je n'ai pas écouté mon intuition. Alors, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, hein, je vous rassure. Et là, ça s'est bien placé. Mais ça pointe du doigt que quand je suis arrivé, la première information que j'ai eue, c'est « te pose pas là ». Parce que moi, habituellement, quand je fais du bivouac, je suis planqué, en fait. Il n'y a personne qui me voit. C'est la seule fois de ma vie où je me mets un peu en évidence. Normalement, moi, on ne me trouve pas. Je suis dans une forêt, ma tente, elle est verte. Il n'y a personne qui peut me voir, quoi. Donc voilà, un exemple qui peut imaginer le propos, quoi. Oui ? Non, j'ai retrouvé mes chaussures. Oh, j'étais soulagé. Parce que, ouais, j'ai retrouvé mon sac et tout. Ouais. Parce que pour redescendre, c'était que de la caillasse. Et donc, quand tu es à 1005, en plus, il faisait frais. Je crois qu'il faisait 1 degré le matin. Bon, j'étais prêt. Je m'étais programmé pour rentrer. Je savais que j'allais avoir plus de pieds. Mais j'étais très content de les retrouver. Bon, voilà, ça m'est arrivé qu'une fois. Le bivouac, c'est génial, les amis. Faites du bivouac, c'est vraiment top. Merci, Julien. Oui, avec joie. Merci à vous. Merci beaucoup.